Salut à tous et bienvenue dans le Triplex, le podcast qui booste ta location courte durée, mais pas que. C'est Maxime, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode où on reçoit Élise de J'affiche complet. Salut Élise. Salut, comment vas-tu Maxime? Ça va très bien, merci d'être là, j'espère que tu vas bien aussi. Nickel. Nickel. On reçoit Élise aujourd'hui pour parler revenu management, donc gestion des prix, mais on va aborder un angle un peu différent cette fois-ci puisque il y a quand même moult contenu sur les différents podcasts et réseaux, notamment ta chaîne YouTube où tu proposes pas mal de contenu très intéressant sur ce sujet. Nous aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est un épisode qui va associer à la fois la gestion des prix et la différenciation marketing. Comment, en fait, dans un monde où tout le monde ferait du yield management, du revenu management, comment on ferait pour se démarquer sur son marché si tout le monde se met en pilotage automatique et laisse à l'ordinateur, on va dire ça comme ça, la gestion des prix de son Airbnb, et puis qu'au final, on arrive sur une uniformisation totale des prix avec des hausses et des baisses de prix en fonction de la saisonnalité et non plus en fonction du marché. Donc, comment on peut se différencier? On va parler de tout ça avec Élise, qui est la spécialiste du sujet dans la location courte durée. Donc, ça va être un épisode, je pense, très sympa à faire. Juste avant de passer à ce sujet, je vous rappelle le site le-triplex.com, d'aller vous inscrire à la newsletter pour ne rien manquer des actualités du podcast, recevoir chaque semaine donc la newsletter avec l'épisode de la semaine. Vous aurez un résumé et puis si on arrive à vous avoir un bon plan, c'est là aussi où on vous le met, où on vous remet le code promo si jamais on arrive à en avoir un. Vous retrouvez toutes les informations. Idem sur le-triplex.com pour retrouver tous les épisodes qui ont été publiés auparavant. Et puis, si vous voulez aussi discuter, échanger directement avec nous, vous avez Instagram, vous nous cherchez donc le Triplex podcast sur Insta, vous pouvez nous écrire directement, vous aurez aussi toutes les actus. Et puis, je pense que, j'allais dire c'est tout. Dernière chose, pensez à nous laisser une évaluation 5 étoiles, comme celle que vous demandez à vos voyageurs sur Airbnb. Vous nous laissez une évaluation 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, que ce soit Deezer, Spotify, Apple Podcast. C'est hyper important pour nous parce que les algorithmes aiment bien ça. Et s'ils aiment bien ça, on remonte, on est plus visible et ça nous permet d'avoir toujours des intervenants de qualité parce qu'ils savent qu'ils vont parler à beaucoup de monde. Donc, ça nous permet d'avoir des super intervenants comme Élise aujourd'hui qui va nous parler de revenu management. Bon, Élise, je t'avais prévenu, c'était une intro un petit peu longue, mais j'avais plein de trucs à dire. Donc, du coup, on va parler revenu management. Ma première question, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots simples pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est le revenu management? Avec Ouais, un bien E sûr. ou sans E déjà, tu vois? Oui. Alors le revenu en français, il n'y a pas de E, et comme c'est de l'anglais, revenu management, il y a un E à revenu pour l'anglais. Alors qu'est-ce que c'est le revenu management? Ça va être la science de maximiser son chiffre d'affaires sur un service. Donc ça marche pour la location saisonnière, ça va marcher aussi pour les hôtels, la prestation de services. Ça marche dans plein de contextes justement de prestation de services. Et l'idée, c'est de ne pas changer le service, mais de changer l'ensemble des leviers d'optimisation. Donc, pour la location saisonnière, c'est les prix, les durées de séjour minimum, les promotions, les conditions d'annulation, le montant des frais de ménage, etc., etc. Tous ces leviers-là qui, quand ils sont bien pilotés, augmentent le chiffre d'affaires gagné dans l'activité. Ok. Et on entend aussi parler de yield management. Ouais. Alors, dans un épisode où tu étais déjà intervenu, tu nous avais fait la différence, mais j'ai fait le mauvais élève, j'ai oublié. Est-ce que tu peux juste nous expliquer cette subtilité pour ceux qui comme moi, sont pas des grands anglophones et qui, du coup, ne comprennent pas forcément? Ouais, il n'y a aucun souci. En fait, c'est vrai qu'on lit beaucoup dans les médias yield management, mais c'est en fait un peu l'ancien mot. C'est le mot qui est toujours très utilisé par les médias, mais dans le métier, tout le monde est d'accord pour dire que c'est le vieux mot, entre guillemets, et qu'aujourd'hui, on dit plus que revenu management. Ok. Parce que moi, ce que je note, tu vois, j'ai fait ce qu'on appelait du yield quand je travaillais dans une boîte de transport.
parce que ça s'applique à différents secteurs. Et toi, tu parles des prix, mais pas que. Et effectivement, moi, c'est vrai que le yield management, c'était surtout de la gestion de prix par rapport à une demande, à la saisonnalité. Et toi, tu vois, j'ai l'impression que dans le revenu management, tu intègres également d'autres notions qui font, tu parlais des frais de ménage, tu parlais de la durée minimale de séjour. Donc du coup, ça englobe une stratégie qui est plus large que juste dire mon prix, je le mets à 35, 40, 100 euros la nuitée parce que j'ai plus ou moins de demandes. Ouais, exactement. C'est vrai qu'on a la chance dans notre domaine d'avoir tout un tas de leviers disponibles dans le panel de flèches à notre arc, entre guillemets, qu'on va pouvoir actionner. Et notre logique, elle va être différente selon les types de périodes. Par exemple, sur les périodes de faible demande, on va plus se dire, on va essayer de remplir au maximum. Donc, on va avoir ce qu'on appelle une stratégie plus liée au volume. On va vouloir faire du volume remplir parce que la demande est faible. Donc, on va moins être intéressé par augmenter les prix, mais plutôt travailler le remplissage. Et puis, sur les périodes de forte demande, on sait que de toute façon, on va remplir. Donc là, on va plus être orienté sur avoir le plus de valeur possible. Et le plus de valeur possible, c'est bien sûr un prix qui est le plus haut possible. En tout cas, un prix qui est le plus haut possible sans entraver la qualité des notes qu'on a de nos voyageurs. Et puis, il y a aussi le fait de faire attention aux charges. Par exemple, si on vend très très cher, mais qu'en fait, on a plein de ménages et qu'on est déficitaire sur le ménage, finalement, le gars, à la fin du mois, il n'est pas aussi bon. Donc, c'est ce genre de logique-là qu'on va avoir de façon différenciée selon le niveau de demande qu'il y a sur la période. Et j'ai pas précisé mes excuses pour ma voix et ma voix de canard. Je suis hyper malade, donc désolée pour ça si je venais à tousser. Ouais, ça marche. On essaiera de couper au montage pour pas que ça s'entende trop. Du coup, je rebondis sur quelque chose que tu viens de dire. On va faire évoluer les prix en fonction de la demande. Donc, il y a plusieurs leviers, mais tu parlais aussi de l'évolution des prix en fonction de la demande. Donc, en période basse, de se dire on va plutôt proposer des tarifs attractifs. Quand en période haute, on va plutôt les augmenter. On va arriver directement dans le dur de notre sujet aujourd'hui. C'est ouais, mais si tout le monde fait ça, en fait, est-ce qu'il n'y a pas un risque à une course à l'échalote, pour utiliser une vieille expression, mais quand déjà en période basse, c'est celui qui va baisser le plus bas qui va gagner. Comment ça se passe? En fait, comment cette gestion de prix, on va appliquer du yield, on va plus finalement se différencier. Je vais prendre un exemple concret pour expliquer ma pensée. Il y a peut-être 5-6 ans, quand le yield était, enfin le revenu management, excuse-moi, n'était pas aussi démocratisé, celui qui en faisait avait un avantage concurrentiel parce que les autres avaient un tarif fixe et lui, il proposait quelque chose d'évolutif qui s'adaptait. Mais si aujourd'hui tout le monde s'adapte, on se différencie plus. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Alors ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est vrai que c'est une crainte qu'on peut avoir. De se dire, avant, personne n'en faisait, donc quand j'en faisais, j'avais cet avantage concurrentiel. Maintenant, c'est ce côté un peu anxiogène de se dire, de plus en plus de gens en font, donc si j'en fais pas, je suis en train de passer à côté de quelque chose. Et surtout, demain, si on devient tous des cracks du revenu management, c'est quoi à quoi ça ressemble en fait la suite? Moi, je fais ce parallèle-là parce que tu vois, on sort des fêtes, j'ai pris le train. En France, il n'y a qu'une compagnie, donc il n'y a qu'un revenu management qui est fait. Et donc, du coup, pour les fêtes, forte demande, tarif de malade. Et tu te dis, si demain, tout le monde s'uniformise dans le même sens, en fait, est-ce qu'il n'y aura pas un côté déceptif pour les voyageurs qui voudraient prendre une location et puis se dire, non, en fait, maintenant, il y a plus de bons plans, il n'y a plus de choses comme ça parce que tout le monde hyper optimise sa gestion et j'ai plus accès à des trucs un peu intéressants qui faisaient la différence d'Airbnb notamment avant, quoi. Ouais, je comprends. En fait, cette vision-là, je la comprends totalement, mais elle voit les choses par le prisme d'un seul levier, c'est le prix. Et aussi, parce qu'en fait, le revenu management, c'est comme un jeu de poker ou un jeu d'échecs. C'est-à-dire que on connaît les règles du jeu, on connaît l'équivalent des règles du jeu en échec ou en poker, c'est les méthodologies du revenu management en location saisonnière. Donc, on connaît les règles du jeu, mais après, c'est intéressant de voir comment on va jouer et comment l'adversaire décide de jouer. Tu vois, typiquement en hôtellerie, tout le monde est bien plus avancé en revenu management, et pourtant, c'est pas tout le temps, c'est le moins possible la guerre des prix en période faible à celui qui va le plus aller se prostituer pour mettre des prix à 2 balles. Parce que justement, les gens, quand ils sont plus professionnalisés en revenu management,
Ils savent que des bonnes pratiques dans le métier consistent notamment à ne pas entretenir une sorte de guerre des prix, à être beaucoup plus, je dis ça sans offense, ça peut paraître un peu violent, mais à être beaucoup plus intelligent que ça, entre guillemets. Typiquement, plutôt que d'aller se prostituer le plus bas possible, faut se dire, tiens, je vais mettre en place une stratégie de moyenne durée, par exemple. Ou tiens, mon prix, en fait, je vais le baisser, mais que pour la clientèle américaine, parce que je sais que moi, sur ma ville, c'est la clientèle américaine. Tu vois, ce genre de logiques qui sont beaucoup plus sophistiquées que la compétition au prix le plus bas en période faible et la compétition au prix le plus haut en période forte. De la même façon, pour les périodes fortes, oui, tous les acteurs qui sont un minimum éduqués au revenu management vont chercher à obtenir le meilleur prix possible sur la période. Mais il y a un moment donné où, et c'est là où on fait du bon revenu management, il y a un moment donné où ça trouve sa limite, parce qu'au-delà de ça, on a une mauvaise note. Le voyageur ne comprend pas le rapport qualité-prix, il est déçu. Et du coup, ce plafond-là, on peut pas le dépasser, sinon on fait du mauvais revenu management, parce que si on vend super cher mais qu'après on se fait défoncer sur les notes, ça n'a aucun intérêt. Et c'est là où du coup la différenciation arrive sur autre chose. Quelles sont les durées de séjour minimum que j'autorise? Et puis aussi, qu'est-ce que j'offre, qu'est-ce que je propose, à quel point mes notes justement sont de qualité. Et c'est là où on voit que c'est une vision vraiment aussi 360 de la location saisonnière en tant qu'entreprise, quoi, en tant que centre économique, quoi, tu vois. Ouais, et je te rejoins tout à fait parce que c'est vraiment sur l'aspect professionnalisation qu'on voit la différence. Avant de parler de différenciation sur des sujets que je peux maîtriser mieux comme le marketing, j'ai noté un truc, c'est que tu parles de durée de séjour, de différents leviers. Aujourd'hui, est-ce que Airbnb permet ce genre de stratégie de se dire bon je vais offrir 15% si je dépasse 3 jours? Est-ce qu'aujourd'hui les plateformes sont adaptées à ces offres que notamment les hôtels, comme ils sont indépendants, prennent leurs réservations en direct, sont en capacité de moduler? Est-ce qu'aujourd'hui quand on fait que du Airbnb, on a ces options-là? Oui, c'est une très bonne question. Alors c'est vrai que les hôtels, ils n'utilisent pas beaucoup Airbnb, ils vont plutôt utiliser Booking. Et c'est des acteurs historiques sur des plateformes comme Booking.com, donc on voit un niveau de fonctionnalité qui va être beaucoup plus professionnel sur Booking.com que sur Airbnb. Maintenant, c'est quand même possible d'avoir ces options-là sur Airbnb. Quand on met en place dans ces paramètres les outils pro sur Airbnb, sur le calendrier, on peut retrouver tout un tas de leviers liés aux durées de séjour minimum, aux promotions. Et en fait, la très très bonne chose, c'est que on va pouvoir appliquer, je suis désolée pour le bruit, on va pouvoir appliquer sur certaines périodes spécifiquement. Et c'est là où c'est très puissant ce calendrier avec les règles qu'on met en place, c'est qu'on peut choisir de façon chirurgicale, comme je dis toujours, la période sur laquelle on le met en place. C'est pas un truc qui se tartine sur tout le calendrier. On peut le mettre en place du 10 février au 13 mars, quoi. Ouais, nous c'est vrai, tu vois, moi j'ai cette vision de l'indépendance. Notamment, je prends toujours en référence le groupe Accor. Moi, j'aime bien en marketing avoir une référence qui parle à tout le monde. Le groupe Accor avec ses capacités à décliner différents positionnements dans ses hôtels. Et surtout, eux, ils ont une grosse stratégie, c'est qu'à un moment, ils en avaient marre de dépendre, d'avoir des tarifs plus intéressants sur les plateformes type Booking que sur leur propre réservation en direct, sachant qu'en plus, ça leur coûtait des frais. Donc du coup, ils ont une stratégie à dire, si vous venez chez nous, ce sera toujours moins cher. Et quand on va chez eux, quand on arrive sur le site Accor, on voit toutes les options de tous les leviers, la réservation possible l'annulation possible ou pas. C'est une option que tu peux payer dès le départ. Aujourd'hui, sur Booking, tu n'as pas le choix. En tant que voyageur, tu n'as pas encore cette option à cocher ou pas. Et tu vois, moi, dans mon esprit, c'est quand tu es indépendant, tu peux avoir beaucoup plus de leviers parce que c'est toi qui décides, c'est ta plateforme de vente, notamment si tu as un site de réserve en direct. Et ça te permet aussi d'offrir plus ou moins d'options parce qu'on parle des upsells derrière, mais tu vois, l'option d'annulation, je trouve que c'est pas encore intégré sur Airbnb. Et je trouve que c'est un méga frein. Et pourtant, ça permettrait à chacun de gérer aussi, de différencier ses prix. Quand tu dis l'option d'annulation, tu penses à quelle option? Tu vois, quand tu veux réserver une chambre d'hôtel, si c'est dans 2 mois, 3 mois, tu l'as peut-être à 90 € si c'est non annulable. Et si tu veux prendre l'option annulation pour dire, en fait, je sais pas si mon voyage sera maintenu, c'est 110 €. Tu vois? Et donc, du coup, ça, ils l'ont rajouté maintenant sur Airbnb.
Ah bah tu vois, je suis Dans pas à les jour. conditions, non, c'est parce que tu leur as demandé, c'est pour ça ils se sont dit, putain, Maxime nous a dit ça, on y va. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais non, mais tu vois, parce que Airbnb, faut dire ce qui est. Moi, je trouve super, c'est le air cover parce que je trouve que c'est magnifique d'avoir levé un obstacle à la fois pour le voyageur et pour le propriétaire qui est la caution. Ça, c'est pour moi, c'est génial dans la réflexion marketing. Mais tu vois, ce côté annulation qu'il n'y avait pas jusqu'à présent, Mm. c'était pour moi, c'était un vrai frein parce que tu cochais en fait ceux qui proposaient une annulation et tu n'avais pas de gestion de prix différenciée en fonction de ceux qui proposaient une annulation ou pas. En gros, Ouais. toi, en tant que consommateur, tu peux dire, bah, moi, j'accepte d'être sans annulation possible. Par contre, je fais un Mhm. petit discount, quoi. J'ai une petite remise Ouais, c'est ça. sur mon tarif, tu vois. Donc, c'est Ouais. Et là où je te rejoins, c'est qu'ils l'ont mis en place en full calendrier. C'est-à-dire qu'on peut pas choisir les périodes sur lesquelles on le met en place. Et typiquement, sur les périodes de forte demande, c'est dommageable. Donc, on est obligé de soit le mettre tout le temps, soit le hmm. mettre jamais. Donc ça, c'est un peu dommage. Ah, ça évoluera peut-être, ils écoutent peut-être le podcast. Euh, on sait qu'ils nous connaissent. Du coup, ça me permet du coup d'enchaîner sur notre deuxième partie. En quoi associer un pricing intelligent, donc un revenu management intelligent, et la différenciation marketing peut faire la différence. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que si on s'uniformise au niveau des prix et qu'on s'uniformise au niveau du positionnement marketing, bah, on fait plus la différence et globalement, on est pareil que le voisin. La seule différence qu'on va faire, c'est à la limite la localisation du bien et encore, on ne sait pas exactement sur Airbnb. Donc, avant, on avait le levier prix pour se différencier quand on était exactement pareil que son concurrent. Euh, Moi, je voudrais qu'on discute aussi de ce côté différenciation par le positionnement qui permet justement d'avoir une vision un peu différente de sa gestion de prix. Euh, donc, on va aller plutôt dans le concret. Aujourd'hui, celui qui fait de la décoration IKEA Mm. avec des tarifs pilotés automatiquement, est-ce qu'il peut, en période de forte demande ou même en basse saison, arriver à tirer son épingle du jeu? C'est quoi ta vision de celui qui va faire du Airbnb comme il y a 4-5 ans par rapport à tout ça, mais qui aurait mis un pilotage automatique de ses prix en se disant oui, bah, comme ça, je suis toujours dans la bonne fourchette et les gens réserveront. Bah, moi, j'ai pas vocation à dire du négatif de solutions qui existent sur le marché. En tout cas, pour Ah au-delà non, de ta question, c'était pas l'idée ouais, de dire du négatif, c'était plutôt ouais, d'avoir ta vision sur bah, ceux qui adopteraient cette stratégie en se disant je fais comme tout le monde sur ma déco, et puis je vais faire comme tout le monde en termes de pilotage de prix, je laisse ouais. ça en pilotage automatique. Toi, ta vision, est-ce que ça va apporter du plus? Est-ce que c'est une stratégie qui est bonne? Et se dire bon bah tu auras des résultats, ou se dire moi c'est risqué et voilà pourquoi j'imagine que c'est risqué. Bah, c'est sûr que, alors déjà, c'est mieux que de pas avoir voulu décorer du tout ou de mettre son prix à 45 € toute l'année. Donc ça, déjà, c'est beaucoup mieux que ça. Après, souvent, quand on fait des actions dans la moyenne, on obtient des résultats dans la moyenne. Donc ça, c'est toujours un peu vrai, hein. Si on travaille pas son marketing, si on travaille pas sa décoration. Aujourd'hui, on a des voyageurs qui ont un regard très acéré sur ce qu'on fait, qui nous comparent à l'hôtellerie sans vergogne, j'allais dire. Parce que pour eux, c'est juste voilà de l'hébergement professionnel. Donc oui, il faut probablement aller, enfin même pas probablement, il faut aller plus loin sur les méthodologies mises en place pour avoir de meilleurs résultats. Mm. Ouais. On parlait dans les derniers épisodes qui sont sortis sur le podcast, on parlait aujourd'hui de distinguer l'hébergement de l'expérience. Alors, l'expérience et l'hébergement peuvent se mêler, mais de distinguer quand on a une offre typiquement d'hébergement qui pourrait être comparée stricto sensus à un hôtel. Mmh. Finalement, c'est juste j'ai une kitchenette, mais c'est quoi la différence avec Adagio, quoi, finalement? Mmh. Et puis celui qui va proposer une expérience. Alors, par expérience, j'entends tout ce qui va être au-delà de l'hébergement. C'est pas forcément celui qui va proposer une love room ou un spa, un hammam, mais qui va vraiment créer un univers et ça peut être un peu immersif et se dire
voilà, c'est expérientiel. On va vraiment proposer quelque chose de différenciant sur le marché. Aujourd'hui, on voit que Airbnb met en avant, ces choses-là, met en avant beaucoup l'insolite, les yourtes, les cabanes sur l'eau, même, potentiellement les love rooms. Heu, mais aujourd'hui, ce qu'on voit et moi je le vois avec les clients qu'on a avec, notre agence Macom Immo, c'est ceux qui adoptent un positionnement d'expérience, que ce soit spécifique ou plutôt haut de gamme. Bah, derrière, ils ont une gestion des prix où ils arrivent aussi à faire la différence. C'est-à-dire que quand, ils sont en période basse, bah, s'ils se mettent au niveau du marché, on se dit: «Ah, je vais aller vivre un truc pour le même prix que les autres où je vis rien» et quand ils sont en période haute, ça leur permet de justifier d'un tarif plus élevé pour, derrière, bah, avoir un meilleur cash flow. Toi, ta vision sur, ce côté expérience, on parle souvent de professionnalisation ensemble. Heu, moi, je pense que ça va de pair. Ta Mmh. vision sur ces gens qui se disent: «Bah, maintenant je vais travailler spécifiquement, au-delà de faire dormir des gens, je vais leur proposer quelque chose en plus». Ouais, je te rejoins. L'expérience et la qualité de l'hébergement, les 2, ça fait la différence sur le chiffre d'affaires qu'on peut espérer. Et après, et pourtant tu me payes pas pour dire ça, mais il faut aussi que ce soit soutenu d'un point de vue marketing, tu vois. Voir comment est-ce qu'on distribue ce bien-là. Par exemple, quand on arrive à faire un bel hébergement avec une belle expérience, il faut s'assurer de le proposer aussi, pour en tirer les meilleurs prix, de le proposer aussi à une clientèle qui cherche ça. Mmh mh. Euh, donc typiquement, distribuer sur des sites spécialisés ou s'assurer en direct de récolter les coordonnées des gens qui sont venus pour rester en contact, pour leur donner envie de revenir et de revivre l'expérience. Et ça, souvent, je trouve que c'est négligé. Les personnes se disent, bah, allez, je vais faire un truc exceptionnel, comme ça je pourrais en tirer le meilleur prix, mais en oubliant qu'il faut avoir quand même un pont entre les deux pour s'assurer de ne pas avoir des voyageurs qui sont là par opportunisme et qui sont par nature pas forcément amenés à payer 10, 15, 20% de plus pour ça, parce qu'en fait, ils hésitaient entre deux biens, ils ont vu ce truc-là, ils se sont dit, ah, c'est un nice to have, vas-y, on va là. Euh, à l'inverse de voyageurs qui, eux, cherchent ça, cherchent Mmh. ce type d'expérience et qui sont prêts à mettre probablement même bien plus que 15% de plus pour vivre cette expérience-là. Ouais, je te rejoins tout à fait, là-dessus. Hem, moi, je prends même le besoin primaire, c'est-à-dire, il faut, quand on va définir l'expérience qu'on veut mettre à disposition, de ces voyageurs, c'est de s'assurer qu'elle est demandée. Parce que comme tu dis, si c'est pour, au final avoir créé un univers, on va parler comme ça, d'univers, hem, qui intéresse personne et qu'on se retrouve, je sais pas moi, je fais un appartement conte de fées et en fait, je me retrouve qu'avec des commerciaux parce que, à chaque fois qu'il y a un salon, il y a plus de place dans les hôtels et les autres locations courte durée et le mec, il vient là, mais par défaut, bah, je serais obligé d'avoir un tarif qui correspond finalement à l'hébergement et non pas à l'expérience que je veux proposer. Donc il faut être totalement adapté, là-dessus et puis, en fait, ça ne marchera qu'en période haute et donc finalement, on aura perdu tout l'intérêt d'avoir créé cette expérience. On utilise souvent Ouais. l'exemple de Samy, qui lui est à côté d'un parc d'attractions et qui a créé, un univers, enfin même plusieurs dans ses locations courte durée, dont un, il en a un Mario et c'est un le Lego, parce que cet appartement Lego à côté du parc d'attractions qui est destiné à accueillir des familles, enfin à intéresser les familles. En fait, bah, lui, il s'est dit: «Comment je vais faire pour proposer un logement qui a 4 couchages, faire venir les familles?» Et en fait, il s'est dit: «Bah, faut que je touche un peu cette fibre, expérience famille» et donc du coup avec l'appartement Lego, se dire: «Bah, les parents vont se dire: «Bah, je vais pouvoir continuer l'expérience que j'ai eue dans le parc d'attractions, dans cet appartement. Les enfants seront contents, ils pourront jouer, il y a ce qu'il faut à disposition» et en période forte, sont capables de payer plus cher, mais en période basse, c'est de se dire: «Eh, coucou, moi je suis là et je propose mieux que les autres pour le même tarif qu'eux» et du coup, il y a pas, la période basse est beaucoup moins basse. En fait, c'est maximiser les hauts et minimiser les bas, quoi, dans si on fait le parallèle entre le positionnement marketing et la gestion des prix. C'est intéressant l'exemple que tu donnais avec le commercial et le bien princesse, parce que je pense que typiquement dans un exemple comme ça peut même être délétère, parce que le Ah oui. commercial qui doit se loger pour un événement, par exemple, il n'y a plus rien, il lui reste que l'appartement princesse. Mécaniquement, il va avoir un préjugé
sur la qualité du lit, ce genre de choses, parce qu'il va se dire, bah, c'est un concept pour les enfants, est-ce que je vais être bien, etc. Et limite, il faudrait réussir à le convaincre avec un prix un peu plus bas de venir Mm. dans notre appart, quoi. Bah, c'est ça. Nous, on a eu le cas, c'est Samy, une fois qu'il est parti en déplacement, il avait plus de logement, il s'est retrouvé dans une love room. Enfin, tu vois, alors là, tout seul dans une love room, enfin, ça fait glauque, quoi. Tu vois, Ouais. mais bon. Donc, t'as une dissonance entre ce que tu vas proposer et la demande. Donc, il faut être adapté quand tu vas proposer une expérience, quoi. Ouais. T'adapter à ta cible. Et je vais même aller au-delà, c'est quand les personnes font du haut de gamme. Tu vois, parce qu'on a aussi ce positionnement, se dire, tiens, je vais proposer des logements haut de gamme. Ok, où est-ce que tu les proposes? Si tu es dans une zone où, je sais pas moi, t'as rien de haut de gamme, il n'y a rien à faire et t'as pas la clientèle haut de gamme, tu vas investir un peu plus dans un logement pour au final pratiquer des tarifs à peine plus hauts que le marché, parce que bon, tu vas quand même justifier d'une gamme au-dessus, mais pas au niveau de ce que tu attendais. Donc tu vas faire la différence, mais ton retour sur investissement, il va être mis à mal, quoi. Ouais, complètement. Complètement, et c'est hyper impactant, surtout que pour ces biens-là luxe ou les concepts, c'est beaucoup plus coûteux, quoi. Mm. Bah, on en parlait, on a reçu Alexandre de Mon Plan Immo qui va dans un épisode, je pourrais plus vous donner le numéro, mais c'est fin d'année dernière, où on parle justement de ces côtés expérience, comment on va maximiser optimiser son budget pour la création d'une expérience dans un logement. Il y a des arbitrages à faire, mais il y a quand même une plus-value à prévoir, même si elle peut être minimisée, mais ça, c'est pas le même coût de créer une expérience. Et donc, du coup, bah, les gens le savent. C'est pour ça qu'ils acceptent de payer plus cher quand on leur propose plus de services, plus de quelque chose de différenciant. Donc, pour revenir au sujet qu'on se disait, si on a demain tout le monde pilote ses prix de la même manière, et allez, on va exagérer le revenu management, parce que j'aime bien exagérer. Moi, je suis un voyageur, j'ai la casquette du voyageur dans le triplex. Et moi, je me dis, mais si demain tout le monde fait du revenu management, je vais me connecter à Airbnb, je vais chercher un T3 pour partir en famille à la mer. Et en fait, je vais toujours, pour le même type de bien, avoir toujours le même prix. Et donc, en gros, si j'arrive dans la mauvaise période, en fait, je vais me prendre une douille et ça va pas être intéressant. Il y a plus, et du coup, je vais choisir juste, c'est l'emplacement qui va me faire choisir. Ouais. Bah, l'effet douille, il est déjà en location saisonnière, parce que mécaniquement, quand même, historiquement, tu vois, il y a toujours eu des périodes fortes et des périodes faibles. Donc sur toutes les zones géographiques sur lesquelles la période est forte, l'été par exemple, il y a déjà cet effet douille. Mais je pense que tous les acteurs soient experts en revenu management ne viendra pas abîmer l'expérience du voyageur. Tu vois, c'est pour reprendre ma métaphore des échecs, c'est pas parce que tout le monde connaît les règles des échecs que les gens jouent les mêmes stratégies. Donc en fait, c'est la même chose en revenu management. Tout le monde connaît les règles, mais ça veut pas dire que tout le monde joue les mêmes stratégies au même moment. Et après, c'est que le meilleur gagne, quoi. Donc, Parce que en revenu management, alors moi qui viens d'une boîte de transport, je sais que dans nos stratégies, on avait donc des prix qui étaient différenciés en fonction de la période, en fonction de la demande, mais on avait aussi des prix différenciés dans le temps. C'est-à-dire ouais. que bah, moi, je vendais plusieurs, contrairement à de la location courte durée, moi, pour la même date, j'avais plusieurs places avant. Donc, à partir d'un certain quota, je changeais mon prix. Et puis, à partir d'une certaine date, je modifiais mon prix. Et puis, à l'époque, ce qui était à la mode, c'était de faire des réductions de dernière minute. Mais ça, clairement, ça n'existe plus. Parce que les gens... quand je faisais mes études, justement, quand on parlait de revenu management, on se disait, une fois que tu as atteint ton point mort, que ce soit dans un train, dans un avion, tous ceux qui rentrent derrière, c'est du bonus. Donc, tu peux te permettre de faire des réductions pour remplir ton avion parce que ce sera que de la marge. Est-ce que ça, c'est envisageable aussi dans une location courte durée, de dire, tu as vendu 17 nuitées, tu as atteint ton point mort, les 13 qui restent, on va maximiser le prix et puis les 3 derniers jours, on balance une méga promo, on fait la différence. Est-ce que ça marche? Ouais. Dans le domaine, tu as raison. C'est vrai que à une époque, c'était le cas. Il y avait ça.
D'ailleurs, c'était toute l'époque avec lastminute.com, tu vois, toutes les possibilités d'avoir des voyages en dernière minute, les gens qui disaient d'attendre pour booker son billet d'avion en toute dernière minute, etc. Toutes ces entreprises-là, ces poids lourds du marché, à la fois du marché du transport et du tourisme, se sont rendus compte en fait que ça transformait le comportement de réservation de leurs clients. Que du coup, c'était pas profitable parce que les gens guettaient la dernière minute. Et en revenu management, on est bon quand on a le plus de visibilité possible. Donc ils se sont rendus compte qu'il valait mieux plutôt à l'inverse incentiver les gens à être les plus anticipateurs possibles, à réserver le plus tôt possible, quitte à faire ce qu'on appelle des promos early bird, donc des promos pour les gens qui se manifestent le plus tôt possible, et par la suite augmenter ses prix petit à petit et ne plus les casser en dernière minute. Donc pour les mêmes raisons, nous on recommande pas de faire ça, surtout que en plus quand on est novice en revenu management, ça peut devenir, et ce qui m'ennuie c'est que les collègues channel managers ou les collègues plateformes ont tendance à inciter à ça. Ça peut devenir en fait un palliatif toxique à une mauvaise stratégie de revenu management. Quand on est dans l'obligation de faire ça tout le temps, c'est qu'en fait on a un problème avec notre stratégie. Donc je vais pas dire que nous ça nous arrive jamais de le faire, mais en fait c'est pour entre guillemets et en toute humilité, c'est pour les bonnes raisons que occasionnellement ça peut arriver de le faire, parce que on croyait à une stratégie et on voit des mouvements du marché qui font dire que cette stratégie elle est plus possible ou que le marché s'est pas comporté comme on aurait souhaité. Et là il faut évidemment changer son fusil d'épaule. Mais en tout cas c'est pas une stratégie récurrente et long terme de toujours casser en dernière minute. Si on doit toujours casser en dernière minute, c'est que notre prix était pas bon depuis très longtemps et que c'était il y a longtemps qu'il valait mieux revoir la stratégie pour gagner plus d'argent. Ouais, je te rejoins là-dessus. Et puis moi qui ai en effet l'expérience aussi de ces gens qui attendaient, tu sais, la fin. Alors on parlait de douille volontairement tout à l'heure. Ça renforçait, moi je trouve, cet effet douille. C'est-à-dire que toi, tu avais acheté ton billet et en fait, tu voyais que si tu avais attendu la dernière minute, il aurait été moins cher. Et donc, ça crée une défiance, je trouve, pour le client qui se dit si j'attends, j'aurai une meilleure opportunité. Et en fait, on appelle toujours à l'action. On dit qu'il faut faire passer les gens à l'action. Quand on fait ça, on leur dit ah bah non, passe pas à l'action. Attends, il y aura peut-être une opportunité derrière. Repasse demain, tu verras si ça a baissé. Et je trouve que en termes de conversion, ça peut être dommageable. Et moi, en termes marketing, c'était surtout l'image qu'on donnait. C'est pour ça que moi, parmi les promesses que je mettais en avant, notamment auprès des vendeurs avec qui je travaillais, c'était nos prix ne feront que monter. Ne dites jamais aux clients qu'ils baisseront. Si ils vous disent je vais attendre, tu dis tu attends, mais demain, c'est quasi sûr, il sera plus haut. Et la semaine prochaine, c'est encore plus sûr. N'attendez pas pour prendre votre billet. De toute façon, vous avez une condition d'annulation. Donc, prenez votre billet, ne patientez pas. Et si jamais vous devez changer d'avis, vous aurez votre annulation. Elle est dans le cadre de votre billet lié. Et ça, c'était important. Donc, c'est pour ça que je suis un peu anti-promo de fin, même si... pour les mêmes raisons que toi, même si de temps en temps, je me dis, bon, t'as atteint ton point mort, t'as 3 jours de libre, bon, allez, go. C'est un peu la même stratégie que la nuitée solitaire. Tu sais, entre deux voyages, Ouais. et où tu vas pouvoir péter ton prix et dire au voyageur qui est déjà dans les murs, et tu veux pas rester une nuit de plus, je te la fais à moitié prix. Pour moi, c'est que de la marge. Après, il faut voir les problématiques de gestion que ça implique derrière, mais globalement, il y a des fois, ça s'arbitre, mais ça, pas de manière automatique. Enfin, c'est ma vision à moi, par contre. Ouais, c'est intéressant comme vision. C'est peut-être une vision par le bas, tu vois. C'est une vision qui se dit, voilà ma rentabilité minimum, et ça va être du bonus. Mais c'est sans voir le manque à gagner, tu vois. Le manque à gagner de ce que tu aurais pu obtenir si tu l'avais pas fait. Et c'est là où, des fois, le manque à gagner, il peut être important. Mais là où je comprends totalement cette façon de voir les choses, c'est que c'est très difficile souvent de voir la somme d'argent qu'on a laissée sur la table. Il faut avoir des données de marché pour ça. Et quand on voit les données de marché et qu'on voit l'argent qu'on a laissé sur la table, du coup on peut se dire ouais, je suis allé gratter un peu plus en mode easy quoi. Mais en fait pour mes 150 € grattés en plus, je suis passée à côté de 350 €. Bon la prochaine fois peut-être pas refaire ça, tu vois. Et sur ça c'est vraiment les données de marché qui permettent d'avoir cette information là. C'est un peu le même problème
que les personnes qui sont complets et qui disent bah moi je suis super fortiche, hein, je suis complet tout le temps, vraiment nickel. Ben, parce qu'en fait on voit pas l'argent qu'on a laissé sur la table. On voit pas que en fait Mm. ouais on est à 100%, mais on a obtenu sur ce bien 2 000 € du mois et les autres ils ont réussi à faire minimum 2 900 quoi. Donc bah complet, mais tu vois c'est ça le souci peut-être. Mm. Bah, je fais le parallèle, j'ai un copain qui gère une boîte de travaux et moi j'arrive pas à comprendre mes concurrents qui sont pleins, ils disent leur carnet de commandes il est complet jusqu'à 2026-2027. Je dis nous on n'a pas ça, mais en même temps je me dis que le mec il est complet jusqu'en 2026. Qu'est-ce qu'il a dû faire pour massacrer ses prix pour savoir déjà que le Ouais. client va attendre aussi longtemps pour faire des travaux. Donc Mhm. il dit moi je préfère ne pas être complet, mais avoir une gestion plus proche et donc avoir un peu plus de risques entre guillemets, mais aller maximiser mon résultat plutôt que jouer tout le temps la sécurité, être complet, mais avoir un manque à gagner maximal. Ouais, Et c'est clair. je te parlais de réduction, mais c'est vrai que dans mon propre cas, quand je gère l'agence Macomimo, c'est vrai que moi, quand je ne fais pas de réduction, Mm. je le dis si jamais vous nous contactez pour un site ou chose comme ça, je suis allergique aux réductions parce que moi, je pars du principe que ça dévalorise mon offre. J'ai fixé un tarif qui correspond à la valeur que je souhaite apporter. Par contre, derrière, c'est vrai que si je préfère avoir en levier de négociation bah, des cadeaux, des services supplémentaires que je vais pouvoir offrir. Et peut-être demain, en termes de location courte durée, c'est de se dire, bon, bah, je ne vais pas proposer une réduction, mais je vais proposer un service en plus qui va me différencier. Bah, typiquement, j'ai des vélos, je vais peut-être les proposer en location gratuite pour ceux qui vont me réserver plus d'une semaine. Et ça va m'éviter de casser mon prix. Simplement, c'est en termes d'affichage. Quand on est sur un Airbnb, on est constamment mis en parallèle avec les autres. Donc, c'est beaucoup plus facile pour un prospect, pour un voyageur, de se dire bon bah lui il est à 800 € la semaine, lui il est à 1 200, lui il est à 1 400, et sans forcément voir tous les avantages qui peuvent être mis en face, qui sont pas alignés avec le prix. Par contre, quand on a un site de réservation en direct, c'est beaucoup plus simple de valoriser ses offres un petit peu annexes et surtout de vraiment appuyer sur la valeur qu'on va proposer. Nous, on sait que, comme par exemple, on crée des pages professionnelles sur les sites de réservation, justement pour appuyer ce côté. Mais si vous êtes pro, venez directement échanger avec nous parce qu'on va pouvoir vous trouver une solution adaptée au déplacement de vos salariés, à votre déplacement professionnel, à vos déplacements récurrents. Et là, on va pouvoir trouver une adaptation. Bon, ça va souvent être sur un tarif global, mais il y a, il y a un moyen en fait de plutôt appuyer sur les leviers qui vont faire déclencher l'achat que sur Airbnb, on n'a pas forcément puisqu'on est sur une plateforme de mise en relation et qui est uniformisée pour tout le monde. On ne va pas pouvoir non plus créer de nouveaux axes de différenciation sur une plateforme qui a quand même normé euh, les offres de ses propriétaires. Complètement. Je n'ai pas d'idée à ajouter, mais je suis d'accord avec toi. On va passer sur un sujet complémentaire. On a parlé de différenciation, de pricing, de stratégie de pricing avec de la gestion. Qu'est-ce qu'on met comme service, qu'est-ce qu'on met comme annulation, qu'est-ce qu'on met. Bref, tout ce qui a trait au revenu management. Comment aujourd'hui tu peux proposer quels outils on peut utiliser pour justement avoir une stratégie optimisée? Quels outils on peut avoir aussi pour une stratégie optimisée sur laquelle on puisse se différencier, comme tu as dit, il y a des moments, il y a des choses comme ça. Quels outils on peut utiliser? Comment on peut travailler là-dessus spécifiquement? Pour avoir un meilleur revenu management, Oui, pour justement utiliser le revenu management, éviter le scénario noir que j'ai présenté en début d'épisode, se dire en fait tout le monde va être la même chose. Comment tu joues ta partie d'échecs? Avec quels outils tu vas mettre en place ta partie d'échecs? alors c'est intéressant. Souvent, on commence par penser aux outils, un peu comme quelqu'un qui voudrait se lancer en boulangerie et qui se dirait, à juste titre aussi, hein, quel est le meilleur four que je vais pouvoir acheter pour être un bon boulanger? Et c'est vrai qu'avant de choisir son four, il faut acquérir les méthodes pour faire le pain,
savoir combien de temps il faut le faire cuire, tout ça. Faire aussi la pâtisserie, etc. Le revenu management, c'est un peu pareil. Il faut commencer par acquérir les méthodes. Et une fois qu'on a les méthodes, tu as 100% raison, il y a des outils qui peuvent nous aider. Par exemple, les outils de données de marché. Il y a pas mal d'acteurs sur ça en France ou même à l'étranger. Il y a des RDNA, des Liwango, d'autres acteurs comme Lighthouse, All the Rooms, qui vont permettre d'avoir les données de marché. C'est un peu comme la levure du boulanger, quoi. Vraiment, ça va être un référentiel. Donc, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas parce que le marché a vendu en moyenne à 45 euros l'année dernière qu'on va écrire 45 euros dans nos prix. En revanche, on va aller étudier comment se comporte le marché, comment se comporte la demande, et trouver les failles aussi, à la fois sur lesquelles on peut surfer sur le marché, mais aussi trouver ses propres failles. Où est-ce que j'ai été moins bon que le marché? Où est-ce que j'ai été meilleur que le marché? Pourquoi? Et en tirer les enseignements pour la saison à venir. Et puis après, il y a un autre outil qui est vraiment super important. On n'a pas trouvé de solution digitalisée sur le marché. Du coup, nous, on a développé notre propre solution. C'est le fait de suivre la performance de ses biens. Souvent, les channel managers vont donner des statistiques, mais ce sont des statistiques qui s'apparentent plus à des statistiques financières et qui sont pas les statistiques dont on va avoir besoin pour prendre des décisions de revenu management. Donc, nous, on a développé un outil, alors ça s'appelle de la BI. C'est vraiment juste un mot tordu pour dire un outil digital en mise à jour dynamique, qui se met à jour tous les jours, qui permet d'avoir tous les indicateurs de revenu management. Mais on peut aussi tout à fait faire un Excel pour suivre la performance de ses biens avec les indicateurs de revenu management. T'as quoi comme indicateur que tu suis pour justement le revenu management en dehors des prix à la nuitée, en dehors des KPI financiers finalement que présentent les channel managers? Ah, il y en a beaucoup, beaucoup. Donc, il y a tout ce qui est assez classique, taux d'occupation, prix moyen, RevPAR, chiffre d'affaires. Ce qui est important sur ça, c'est de savoir qu'est-ce que ça inclut vraiment. Est-ce que ça inclut la commission ou pas? Est-ce que ça inclut le ménage ou pas? Est-ce que c'est que du séjour? Ça, c'est hyper important. Le deuxième aspect, ça va être de regarder les durées de séjour moyennes, le nombre de voyageurs moyens, de regarder, la liste est énorme, mais là, grippée comme je suis, j'arrive pas à trouver la suite. Mais en tout cas, une fois qu'on a ces indicateurs et cette liste, mais je pourrais montrer notre outil d'ailleurs. Je pourrais montrer notre outil avec qu'est-ce qu'on a d'autre comme indicateur. On a le niveau de commission, on a le montant de ménage, la taxe de séjour, on a les délais de réservation hyper importants en revenu management. C'était la On a le question que j'avais derrière ma question, c'est de se dire est-ce que de savoir qu'on a réservé ton délai moyen c'est 6 mois ou 3 jours, est-ce que c'est quelque chose qu'on analyse quoi, tu vois? Ouais, ça on l'analyse beaucoup. Ça c'est l'indicateur roi pour savoir quand il faut garder la tête froide. Parce que souvent quand on fait du revenu management, on a tendance à paniquer, à juste titre, par inquiétude financière, en se disant je comprends pas, c'est vide, etc. Ah ben viens, je baisse mes prix parce que j'ai peur de pas louer au final. Si on sait le délai dans lequel les réservations se sont faites l'année dernière et le délai dans lequel, alors pour nous, et le délai dans lequel les réservations se sont faites l'année dernière pour le marché, à ce moment-là, on sait si on doit s'inquiéter ou si on doit garder la tête froide. Si on voit qu'on n'a pas de vente, mais qu'en fait, c'est normal, l'année dernière, à la même date, on n'avait pas de vente non plus, et le marché non plus, pas de panique, ça va venir, il ne faut pas bouger la stratégie. Mais si on voit qu'en effet, ça commence à bouger fort sur le marché, et pas pour nous, que l'année dernière, à la même date, on avait déjà des ventes, là, il faut se remettre en question. Ouais, parce qu'on a cette année, enfin l'année dernière, pour le coup 2024, c'est vrai qu'on avait beaucoup cette question et avec le sentiment qu'il y a eu beaucoup de réservations de dernière minute pour l'été dans pas mal de secteurs et où nous, on a reçu pas mal de questions, le podcast, pour nous dire mais c'est quoi la tendance? Je m'inquiète. Et bah, nous, ce qu'on a vu, que ce soit Samy, que ce soit Lauriane, c'est beaucoup de gens qui partaient à la dernière minute, peut-être dû à l'incertitude aussi, l'atmosphère globale, mais il y a eu beaucoup de résas de dernière minute. Donc c'est vrai que ça peut être un indicateur intéressant. Et tu regardes dans cet indicateur, tu regardes que la moyenne ou tu regardes aussi les écarts, enfin les écarts types entre guillemets, c'est-à-dire je vais avoir 20% qui réservent 6 mois à l'avance et 20%
à 3 jours, parce qu'on sait que les moyennes sont exagérées par les extrêmes, sont Ouais. pondérées par les extrêmes. Est-ce que vous avez cette vision peut-être par décile ou au moins par quart, quoi, de dire, Dans notre outil, on est même plus précis que ça, c'est-à-dire qu'on sait précisément, à cette date-là de l'année dernière, quel était le taux d'occupation, le prix moyen, très précisément, tu vois, pour pouvoir vraiment se jauger. Mais sur ce que tu m'as dit là, juste avant, sur des personnes qui écrivent au podcast pour dire alors c'est quoi la tendance, etc. Ça, c'est un truc, moi, alors, je veux pas faire ma drama queen, mais c'est un truc qui me choque toujours énormément. Je me dis, on est encore dans un domaine d'activité où on a des chefs d'entreprise qui naviguent tellement à vue, qui vont reposer sur des groupes Facebook, sur des ouais, podcasts pour demander comment ça va mon domaine. Mais en fait, dans, dans très peu de domaines, les chefs d'entreprise dirigent leur boîte de cette façon-là. T'imagines la précarité de la réponse? Moi, c'est ce que je dis souvent. J'avais même fait une vidéo YouTube sur ça. Si tu demandes sur des groupes Facebook comment ça va le mois d'août, le problème, c'est que tu vas avoir, toi, t'es à La Rochelle, tu vas avoir Jacqueline qui est à Cannes, qui va te répondre sur un T3 alors que toi, t'as un studio à La Rochelle. Tu vas avoir Jean-Claude qui est à Lille, qui va te mmh, répondre sur un bien en cœur de ville, T2, aucun rapport avec la choucroute. Donc en fait, il faut vraiment revenir à un pilotage d'entreprise avec des chiffres qui sont absolument sereins et sûrs pour pouvoir prendre des vraies décisions de chef d'entreprise, quoi. Sinon, moi, je trouve ça très, très effrayant, quoi. bah, on en revient, je vais pas dire toujours à ce même sujet, mais nous, ce qu'on a constaté sur 2024, c'est que ceux qui vont réussir pour nous, c'est ceux qui vont être en capacité de se professionnaliser et donc adopter des méthodes Ouais. aussi professionnelles. On parle des outils, bien sûr, mais il y a aussi la méthode. Et on l'avait vu ensemble quand on avait fait un live sur ta chaîne. On avait eu cette question d'une personne qui nous avait demandé quel type de contrat ou de société, quel type de société monter pour Ah son oui. activité. Ben ouais, bah moi aussi, là, tu te poses une question, mais tu vas, enfin, c'est, t'as pas le bon contact. Donc la professionnalisation passe aussi par cette capacité à savoir s'adresser au bon interlocuteur pour avoir le bon service, le bon conseil, le bon produit. Demain, aller demander à quelqu'un, il va peut-être pouvoir vous rendre service, que ce soit sur un conseil, que ce soit sur un produit, mais c'est comme si demain, vous devez faire des travaux dans votre appartement parce qu'il y a quelque chose qui fuit. Puis bah c'est cool, vous avez un copain qui bricole un peu, il va venir le faire chez vous, mais dans 3 semaines, ça sera répété. Donc il faut mieux tout de suite faire intervenir la bonne personne. Mm. Heu, je pense qu'en écoutant le podcast, je pense qu'en écoutant différentes chaînes YouTube, ça nous permet aussi d'avoir, et nous, c'est notre vision en termes de podcast, c'est de driver, de dire: «Tiens, on va vous présenter, bah, Élise, on va vous présenter, Cozy Up pour les upsells, on va vous proposer, ouais, il faudrait que j'en cite deux trois autres. On avait Merci Germain, un Mm. super épisode de l'année dernière pour la maintenance préventive. L'idée, c'est aussi de se dire, bah, tiens, on va proposer des intervenants pour que vous puissiez vous faire votre idée, mais aussi, si jamais vous avez besoin, allez vous adresser à ces gens-là parce que ces gens-là, ils sont professionnels, ils vont pouvoir vous répondre et vous proposer des services. Et ce que je vois aussi, c'est que dans le cadre de la professionnalisation, c'est aussi accepter de payer pour les services. On l'a trop souvent vu, la location courte durée, il y a malheureusement avec le boom et les formations, on a beaucoup dit que ça coûtait pas cher, hein, que c'était un business, où il y avait, tout était payé par la banque, et puis il y avait plus rien à faire derrière. Bah, en fait, ceux qui vont réussir vraiment dans les prochaines années, c'est ceux qui vont être aussi en capacité de se dire: «Oui, bah, j'investis, dans mon outil. J'investis, je suis capable de payer un service, de revenu management pour, une gestion des prix qui est plus optimisée. J'investis dans un site internet, pour prendre des réservations en direct parce que j'ai calculé mon retour sur investissement et je sais que dans 6 mois, 1 an, bah, en fait, il se sera autofinancé». Mais ne pas aller chercher un mec sur 5 € qui va faire un site de bric et de broc et qui dans 6 mois marchera plus. Ne pas poser une question sur un groupe Facebook et avoir une réponse, comme tu le dis, qui est biaisée et où en fait finalement on cherche que de la réassurance et de se dire bon bah Ouais. ça va, j'ai plus peur et le Mm. conseil a été gratuit donc ça me va, tu vois. Ouais. Alors que Donc peut-être qu'il faudrait avoir peur et justement remettre en question des choses, tu vois. c'est ça. Mais déjà rien que se dire, alors c'est super d'être dans les groupes Facebook, je remets pas ça en cause parce qu'on se retrouve avec des pairs et on peut avoir
des retours terrain. C'est très important d'être avec des pairs quand on est entrepreneur qui vont pouvoir partager aussi des outils, des choses comme ça. Mais sur des questions stratégiques, vaut mieux après avoir les bons interlocuteurs. Je te rejoins totalement, Élise, sur cette vision. Écoute, je pense qu'on a fait le tour de cette question sur la différenciation par le prix. Si tout le monde, si on s'uniformise, comment on se différencie. Donc, je pense que tu as vraiment expliqué ce côté. Non, demain, même si tout le monde fait du revenu management, chacun aura sa propre stratégie. Et donc, du coup, même si on va mettre des pilotes un peu automatiques, mais derrière, on va pas les régler de la même façon. Et donc, on se différenciera. Et c'est celui qui arrivera à trouver le meilleur réglage qui arrivera à se différencier. Moi, j'appuie quand même sur la nécessité de ne pas se différencier que par le prix. Il faut aussi se différencier par l'expérience. Et je vais parler un peu pour Macomimo, mais l'expérience se vit aussi au moment de l'achat, au moment où on recherche son hébergement. Et donc, quand on est sur Airbnb, avoir une annonce qui fait la différence, un bien qui fait la différence, donc il y a un positionnement qui va toucher une cible spécifique. Et puis, avoir son propre canal de vente, c'est aussi le moyen d'avoir la possibilité de présenter son positionnement de manière différente, de déjà faire vivre l'expérience avant que le client soit même dans le logement. Et puis, c'était une question que je m'étais notée, Élise, tu vas peut-être aussi pouvoir répondre à ça. En termes de revenu management, d'être présent sur différentes plateformes, est-ce qu'on applique une stratégie en fonction des plateformes? Et surtout, si on fait de la réservation en direct, est-ce que c'est aussi un moyen d'utiliser le revenu de management, d'avoir, comme tu dis, sur sa partie d'échec, c'est peut-être une pièce qu'on va jouer différemment en termes de différenciation? Oui, alors peut-être pour revenir sur ce que tu disais, parce que je voudrais pas qu'il y ait de méprise par rapport à ce que j'ai dit. Si tout le monde utilise un pilote automatique, en effet, le risque que tu évoques, je pense qu'il existe. C'est eux qui pourraient dire mieux que nous. Mais les ordinateurs tarifaires ont vocation à voir comment se comporte le marché. Donc, à l'inverse de quelqu'un qui a les méthodes du revenu management et qui met en place lui-même les méthodologies du revenu management, avec des stratégies qui peuvent sortir du cadre, les algorithmes tarifaires ont l'inconvénient de ne traiter que le prix et pas tous les leviers du revenu management et de se baser sur le marché, de copier le marché en fait, de regarder comment c'est la concurrence et de se mettre. D'ailleurs, il y a des graphiques qui montrent voilà la concurrence c'est comme ça et on est comme ça, etc. Donc, si tout le monde avait des algorithmes tarifaires, ouais, je suis pas sûre qu'il y aurait vraiment cette notion de stratégie parce que l'ordinateur il peut pas avoir une stratégie qui sort du cadre. Moi, ma réponse, elle concernait vraiment si on a les leviers du revenu management entre ses mains et qu'on met en place soi-même des stratégies de revenu management. Ouais, c'est bien que tu fasses la nuance parce que du coup, tu vois, moi, ma crainte principale, c'était de se dire, de toute façon, l'ordinateur, enfin l'algo, il va suivre un pattern, un schéma qui est déjà préétabli, et donc du coup, il va pas prendre d'initiative, tandis que celui qui va avoir la méthodologie, lui, il va avoir encore cette capacité à réagir, à adapter et à changer. Moi, c'était plutôt par rapport à l'algo, ou comme on a pu le voir il y a quelques années en bourse, où quand tu avais un cercle vicieux qui se mettait en place, les ordinateurs disaient, il y a une crise, tout le monde vend, et en fait, ça faisait des trous d'air incroyables parce que l'ordinateur, lui, il faisait en fonction de ce qu'on lui avait dit, mais pas en fonction. Et les gars qui étaient derrière leur ordinateur et qui faisaient vraiment du trading en bourse, ils disaient, mais non, mais là, il faut pas faire ça, pas faire ça. Oui, mais l'ordinateur, on lui a dit de le faire. Donc, c'était ça, moi, ma crainte par rapport à la gestion des prix. Juste, et après, pour ta question, la dernière question, par rapport à différents OTA et notamment, différents canaux de vente et notamment avoir un site de réservation en direct. Est-ce que toi, tu préconises des stratégies différentes et quelles opportunités ça offre d'avoir ces différents canaux? Oui, alors il faut avoir une stratégie tarifaire différente selon les plateformes. Nous, on recommande d'avoir aussi un prix plus bas sur le site en direct pour vraiment driver de la demande sur le site en direct. On peut informer les voyageurs qu'on a ce site en direct, avoir une réelle stratégie marketing autour de ça. C'est peut-être ambitieux au démarrage de vouloir avoir du SEO hyper affûté, etc. Mais en tout cas, s'assurer que tous les voyageurs qui viennent dans nos biens ont la capacité de savoir qu'il y a un site en direct s'ils veulent revenir et de réserver par la suite sur ce site
avec des avantages. Donc ça peut être un avantage lié au prix. Ça peut être des petits avantages aussi qu'on met dans l'expérience voyageur. Donc oui, à partir d'un certain nombre de biens, ça fait toute la différence. Nous, ce qu'on préconise, c'est de couper la poire en deux par rapport à la commission. C'est de dire, parce qu'en fait, toi, ça représente pas une baisse de prix pour toi. Même limite, tu vas augmenter ta rentabilité puisque tu vas garder une partie de la commission. Mais il faut en offrir au moins la moitié à ton voyageur pour que le prix, facialement, il soit inférieur à Airbnb ou Booking. Parce que nous, ce qu'on a dans l'idée, c'est bien sûr les premières personnes qui vont venir réserver, c'est les clients qui ont déjà réservé chez toi. Mais les deuxièmes, c'est ceux qui vont avoir fait le schéma de se dire, dans son logement, ça s'appelle La Belle Étoile, j'en sais rien, à Tours. Je tape La Belle Étoile à Tours sur Google, je tombe sur son site internet et là, je vois que c'est 10% moins cher. Et c'est de se dire, je vais faire une proposition tarifaire et surtout, je vais respecter une promesse, c'est vous ne trouverez pas moins cher ailleurs, notre offre moins chère ailleurs, prenez-la. Et là, le client, il est tout à fait en capacité de voir qu'en fait, il n'y a pas la commission Airbnb. Aujourd'hui, si les voyageurs font la démarche d'aller chercher un bien sur Google pour retrouver s'il n'y a pas un lien en direct, c'est justement parce qu'ils en ont aussi un peu marre de payer une commission, in fine, qui est de quasi 20%. Donc, on peut couper la poire en deux pour justement assurer une promesse par rapport à Airbnb, ou comme tu le disais, soit on met exactement le même prix que sur Airbnb, commission incluse, mais derrière, on va dire, ah ouais, mais tu vas payer la même chose que sur Airbnb, mais par contre, tu as les canoës, tu as le vélo, tu as le repas du soir, tu as un panier gourmand, enfin, tu vois. Voilà, moi, comment je vois la différenciation sur le levier du prix, mais d'un point de vue purement marketing, sans avoir le côté du chef d'orchestre qui va arbitrer les tarifs. Moi, c'est juste ma vision globale en termes marketing sur le prix. Ouais, c'est ce qu'on met en place aussi. Tu vois, on va majorer les prix vers Airbnb Booking de 18 à un peu plus de 20%. Mais en direct, on majore que de 10%. Donc ça fait cet écart qui doit être suffisant pour attirer le voyageur, quoi. Parce que s'il a 1 euro d'écart, le gars s'en fiche un peu, quoi. Ouais, 1 euro, sachant que Airbnb fait aussi des promesses. C'est-à-dire que Ouais. Airbnb, Booking, il y a un peu moins de promesses pour le voyageur. Comme je disais tout à l'heure, AirCover pour Booking, c'est un vrai élément de rassurance. Il n'y a pas de caution à payer. Il y a le relogement compris dedans. Donc, il faut aussi faire une promesse qui soit à minima équivalente pour convaincre. Et le prix, parfois, si on fait le même prix, c'est pas suffisant. Il va falloir proposer une promesse différente. Ok, écoute, Élise, je te remercie pour ce partage d'expérience sur Revenu Management. Il y a 2 choses qui nous restent à voir. La première, c'est pour ceux qui sont abonnés à l'espace privé du Triplex. On se retrouve, alors si vous nous écoutez en direct, on se retrouve jeudi pour un épisode spécial sur l'espace privé avec Élise. Sinon, si vous nous écoutez après, rendez-vous directement dans l'espace privé. Où Élise, tu vas nous montrer des cas concrets de gestion de tarifaire. On pourra peut-être voir les KPI aussi dont on a parlé Exactement. précédemment. Je vais vous montrer l'outil avec les KPI et tout ça pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc voilà, on va faire cet épisode. Donc pour tous ceux qui sont abonnés à l'espace privé, on se retrouve de ce côté-là. Et si vous ne l'êtes pas, rendez-vous sur le-triplex.com. Vous retrouverez le lien pour l'espace privé, ou même en description de l'épisode, vous l'avez également. Franchement, on commence à avoir pas mal d'épisodes sur cet espace privé. Il y a vraiment 2-3 épisodes pépites, et tout le reste, c'est de l'or aussi. Mais il y a vraiment des trucs super sympas, puisqu'on va plus loin dans le détail, on rentre dans le cœur des choses. Donc vraiment, et puis c'est sans engagement. Vous venez, vous prenez un mois d'abonnement, vous regardez, ça vous plaît, vous restez. Si ça vous plaît pas, vous en allez. Mais venez tester, je vous invite vraiment. On fait le maximum pour vous proposer du contenu à super forte valeur ajoutée. Et puis la deuxième chose qu'on voulait voir ensemble, Élise, c'était, tu avais une surprise pour nos auditeurs par rapport à J'affiche complet. Oui, complètement. Avec plaisir, ouais, pour faire une offre pour les auditeurs du Triplex, avec la possibilité d'avoir 150 € offerts pour toute inscription au service ou à notre formation en ligne. Voilà, pour maîtriser l'échiquier, si j'ai bien compris.
Exactement. Voilà. Pour pas se retrouver dans l'uniformisation de Mm. l'algorithme qui finalement ne ferait que recopier la stratégie du voisin. C'est comment on arrive à se sortir de ce tuyau, j'ai pas d'autres mots en tête, pour Ouais, avoir tunnel. quelque chose de ce tunnel, voilà, pour avoir quelque chose d'un peu différenciant et Mm. faire mieux que la moyenne. Écoute, c'est super. Donc, on vous remettra la méthodo. On va vous mettre le lien pour J'affiche complet. Comment Ouais, ils bénéficient de cette remise? Ils disent qu'ils viennent du triplex et puis ouais, exactement. La possibilité de prendre rendez-vous, je te donnerai le lien pour prendre rendez-vous et dire à Valentin que la personne vient de la part du triplex pour avoir son offre. ok. Et ben voilà. Donc, vous avez toutes les clés pour venir voir les solutions que propose Elise dans J'affiche complet. Et on va juste teaser, on peut, Ouais. ce qui se passe dans l'année, ce que tu es en train de préparer pour tous ceux qui veulent se professionnaliser dans la location courte durée. C'est- On peut en parler ou L'événement? on peut pas en parler? Ouais. Ouais, si. Ouais, si, vas-y. Bah, il y a le salon Ouais. de la location saisonnière qui arrive. Mm. Donc anticipez vos agendas pour venir participer, pour venir voir justement. On parlait tout à l'heure, on critiquait un peu les groupes Facebook, mais venez sur un salon, vous allez rencontrer tous les professionnels, vous pourrez peut-être même rencontrer les gens des groupes Facebook dans la vie réelle Ouais. et renforcer votre réseau, voir les solutions innovantes qui existent sur le marché, voir qui est derrière ces solutions aussi, hein, c'est hyper Mm. important. Et puis vous faire votre propre idée et puis rencontrer les gens. Nous, on y sera aussi, si vous voulez passer nous voir. Donc Élise, j'ai teasé un peu le truc. Est-ce que tu vas rajouter quelque chose sur Ouais. ce que Le tu nous salon, prépares? ce sera le 16 mai. Le 16 mai à Paris, avec la veille, le dîner mastermind pour les gestionnaires de plus de 20 biens. Donc 15 et 16 mai 2025. Bon, alors vous notez dans vos agendas. Et puis ils peuvent s'inscrire où? Sur J'affiche complet aussi pour avoir les infos? Ou on mettra le... Le site, c'est rdvlocationsaisonnière.com. Pour l'instant, la billetterie n'est pas encore ouverte pour l'événement 2025. Ok. Le site est en mode 2024. Ok. Bon, de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler. On republiera tes stories, notamment sur Instagram, pour mettre en avant. Mais voilà, nous, on a eu la chance de participer l'année dernière. C'est un super événement. Donc vraiment, venez si vous avez l'occasion, parce que vous allez rencontrer du monde qui va vous permettre vraiment de réfléchir professionnalisation de votre activité et de faire que cette activité soit pérenne sans s'implante dans le temps et que vous ayez une vision de long terme et de rentabilité sur le long terme. Écoute, Élise, je te remercie pour cet épisode. Merci à toi, Maxime. C'était le premier qu'on enregistre en 2025, même si on en a un qui est sorti Yeah. déjà. Je suis toujours content de te recevoir dans cet épisode. J'espère que Tiens, vous qui partagé. l'avez écouté, il vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser une évaluation sur votre plateforme d'écoute et si vous utilisez Spotify, vous pouvez même nous laisser un commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas ou sinon en DM sur Instagram. Je vous dis à très vite. Je vous souhaite une très bonne journée. Ciao.